On sait... Alors, moi, pourquoi je posais cette question-là? Parce qu'on s'attaque ces derniers mois à des produits financiers précis par aux autres. Donc il y a quand même une incohérence, étant donné que pourquoi des particuliers pourraient intervenir sur des marchés d'actions ou même sur des produits complexes, comme on le suggérait tout à l'heure, des certificats ou des turbos qui sont également des produits difficiles à comprendre pour un particulier, qui sont également des produits risqués, puisqu'il y a beaucoup d'effets de levier qui sont disponibles sur ces produits-là. Donc pourquoi ces produits-là, on n'en parle jamais? Pourquoi l'AMF se focalise vraiment sur le Forex et les CFD? Y a-t-il pas un lobbying par derrière qui pousserait cette dynamique? Alors en fait, la motivation première de l'AMF, faut savoir qu'autour de cette table, on salue tous l'action menée pour justement lutter contre les brokers peu scrupuleux ou juste les arnaques pures. C'est que l'AMF a reçu énormément de plaintes d'investisseurs sur ces produits-là. Et je pense que s'il y avait eu la même chose sur d'autres produits de bourse, il y aurait une action qui aurait été menée en ce sens. Donc, ce qu'ils nous ont dit et ce qui est logique, c'est vrai qu'il y a eu une recrudescence des plaintes. L'AMF n'a pas les ressources humaines ni financières pour continuer de gérer toutes ces plaintes, et donc ça a été vraiment le déclencheur de l'étude qui a été exactement. Voilà, en fait, c'est logique, en fait, beaucoup de plaintes, donc des mesures. J'ai un certain nombre de questions qui ont été posées par des membres du forum Vidéo Bourse et qu'il m'a été demandé de poser aujourd'hui pendant ce débat. Donc l'une des questions, c'est dans le cadre de cette interdiction. Alors en Belgique, je crois que Pascal, tu pourras y répondre, en Belgique il y a eu un petit malentendu parce que la Belgique a émis un décret qui interdit la commercialisation de produits Forex et CFD. Et c'est vrai que beaucoup ont interprété cette interdiction de commercialisation comme l'impossibilité en fait d'ouvrir un compte de trading. Or, on s'est rendu compte avec un deuxième communiqué, avec plus de précision, qu'en fait il s'agit juste d'une interdiction de publicité. Alors, peut-être peux-tu nous en dire plus? C'est compliqué. Alors après vient la deuxième partie de ma question. Puisque ça devient interdit, est-ce qu'il y a éventuellement une volonté derrière d'offrir du coup des produits comme les actions ou les futurs pour élargir votre offre? Voilà. Ok, je vais dire quel est le statut pour la Belgique, parce qu'on a une succursale en Belgique, et donc, basé sur la réalité de la vie, quelle est la situation. Donc, les Belges, ils n'ont pas fait une loi, ils ont fait un règlement. La loi, c'est à travers le Parlement, le règlement, c'est le régulateur. Donc, eux, ils ont fait un règlement. Donc c'est une agence gouvernementale qui fait, mais c'est pas passé devant leurs députés, d'accord? D'accord. Ce règlement, en gros, il dit la chose suivante. CFD Forex, si vous avez un compte en Belgique et vous êtes résident belge, vous avez le droit de garder ce compte et vous avez le droit de placer des opérations, mais qu'avec levier 0. Ou devrais-je dire levier 1, marge 0, voilà. Levier 1. Hein? Donc en gros je finance à 100% ce que j'ai, quoi. J'achète pour 10 000 euros on va dire, d'indice, ben, je dois avoir 10 000 euros sur le compte. Si je suis un non-résident belge, par exemple un Hollandais ou un Français, j'ai toujours le droit d'avoir du levier. Ok? D'accord. Et là-bas, il faut un prospectus pour le produit. Donc un prospectus pour les CFD, un prospectus pour le Forex. Quand le prospectus sera approuvé, et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc vers la mi-août, le règlement en question est rentré en action, et donc on a resoumis un prospectus, on attend la réponse, mais en gros, quand le prospectus sera approuvé, alors on aura le droit d'ouvrir des nouveaux comptes, je dirais, pour des nouveaux clients en Belgique. Si la personne est résidente, elle ouvrira ce compte, sachant que son levier c'est 0.
Et si elle est étrangère, elle pourra bénéficier du levier. D'accord. Et pour tous les Belges, en gros, ils ont migré vers l'étranger pour conserver leurs conditions de trading. Notamment en restant par exemple chez nous dans nos autres succursales, au Luxembourg ou en Allemagne, quoi, ou en France. D'accord. Ouais. D'accord, alors Mais ça ne touche pas là. C'est-à-dire, ça touche pas c'est-à-dire, si vous n'avez pas un prospectus approuvé, vous ne pouvez pas faire non plus de publicité. Vous devez avoir le prospectus, et quand vous avez le prospectus, vous avez le droit de faire de la publicité. Ça, c'est pour des firmes qui sont implantées là-bas. Maintenant, un qui opère de l'extérieur, peut-être il a compris ça différemment. D'accord, d'accord. Le truc est clair, quoi. D'accord. Très bien, hein. Merci pour ces éclaircissements. Donc, quoi qu'il en soit, la loi Sapin 2 en France, les réglementations en Belgique, on a dernièrement la BaFin, donc en Allemagne, a également pris la parole. C'est-à-dire qu'il y aurait peut-être des mesures qui seraient prises dans l'avenir. Donc, en fait, il y a du changement dans le paysage européen. Quel sera l'impact, si on peut déjà l'anticiper aujourd'hui, d'une part pour les brokers, pour les traders aussi bien évidemment, donc les clients des brokers, et aussi pourquoi pas pour, on sait qu'il y a beaucoup d'apporteurs d'affaires, donc dans le jargon on appelle ça des introducing brokers, pour toutes ces catégories d'intervenants donc sur le marché, quels vont être les changements concrètement? Est-ce qu'il y a un risque de ne plus avoir l'accès aujourd'hui pour un trader, par exemple, auquel on peut avoir au marché? C'est surtout qu'avec avec ce texte, l'accès sera plus difficile. Un investisseur aura plus de mal à accéder à un courtier, puisqu'on n'aura plus le droit effectivement de faire de publicité. Mais surtout, tous les courtiers visés initialement par ce texte, les courtiers plutôt à arnaque, basés dans des pays évidemment plutôt à fiscalité avantageuse, ceux-là finalement ne seront pas du tout impactés, vont pouvoir continuer à faire de la publicité sûrement illégalement, mais l'AMF n'a aucun moyen légal de les interdire ou de faire fermer un site rapidement. Donc finalement ça va plus faire de mal aux courtiers régulés, en l'occurrence français, puisqu'on parle de la France aujourd'hui, que de bien. Tous les courtiers qui sont basés à Chypre, par exemple, vont continuer d'exercer. Certains clients qui ne prennent pas assez de temps pour choisir leur courtier à la source vont toujours pouvoir ouvrir des comptes chez ces courtiers arnaques. Et finalement, le problème ne sera pas résolu. Donc c'est une mesure qui est juste là pour faire du bruit, mais qui n'a aucun effet positif sur l'épargne français. Même peut-être un effet négatif du coup, parce que si les courtiers sérieux ont moins de visibilité et qu'on laisse le libre champ aux escrocs, ça fait pire que bien en fait, du coup c'est... Exactement, on va finalement se retrouver presque noyé dans une masse de courtiers à arnaque, on aura beaucoup moins de visibilité, et des courtiers, effectivement chypriotes par exemple, vont eux pouvoir inonder Internet par exemple de banners avec des slogans plutôt aguicheurs, mais n'auront pas d'effet positif. Alors, ça amène une question, encore une fois les questions sont des questions qui ont été posées par les membres du site Vidéo Bourse. Est-ce que vous pensez donc du coup vous adapter d'une manière ou d'une autre aux nouvelles normes en adaptant votre offre par exemple, ou est-ce que vous pensez plutôt résister? Alors j'entends par résister évidemment pas aller faire la révolution au siège de l'AMF, non, mais peut-être du coup délocaliser vos activités dans des juridictions qui du coup sont plus clémentes. Alors, en termes de méthode d'acquisition, c'est vrai qu'on est sur un business qui est digital. Donc, en termes d'acquisition de prospects ou de clients, ça va fortement changer la donne et on va devoir donc adapter notre politique marketing et nos actions marketing en faisant plus de choses dans la presse écrite, des choses purement offline. Donc ça, c'est vraiment les conséquences directes de ce texte. Après, on n'en est pas encore au stade de l'interdiction de ces produits, même si avec MIF 2 en 2018, il y a des anticipations comme quoi on a vocation à interdire ces marchés, ces produits. On n'en est pas encore là, loin de là, mais c'est sûr que s'il y a une interdiction de commercialiser
ces produits sur le territoire français. Pour notre part, en tout cas, et tant que notre siège est à Londres, régulé par le régulateur anglais, on pourra être éventuellement amené à exercer directement de là-bas. Après, pour le client, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y aura aucune conséquence, tout du moins à court terme. Tous nos clients pourront continuer à traiter sur ces produits, auront accès aux mêmes services. Les changements qui pourraient intervenir, possiblement, comme on l'a vu en Pologne ou à Singapour, une limitation de l'effet de levier qui pourrait se limiter à 50, 100, 150, je ne sais pas, mais on pourrait Comme ce peut-être... qui se voit dans d'autres jeux, aux États-Unis ou au Japon, voilà, il y a des... exactement. Voilà. À Singapour également, et le levier est réduit, et pourtant les clients peuvent conduire leurs investissements pleinement, même avec un effet de levier réduit. Donc c'est pas fondamentalement un souci majeur. Voilà, d'accord. Alors justement, tu parlais de la FSA, donc l'autorité de régulation FCA, pardon, l'autorité de régulation anglaise, qui est souvent citée comme exemple, parce que c'est une autorité de régulation qui est très stricte, qui est reconnue de par le monde. Eux ne rencontrent pas du tout cette problématique. Est-ce qu'ils ont anticipé ? Est-ce que la France a été en retard et donc a été amenée à prendre des mesures peut-être trop extrêmes en raison d'une passivité ces dernières années, peut-être ? Alors, au niveau de la FCA, c'est vrai que déjà les mentalités en Angleterre sont un peu différentes par rapport à la France sur des investissements sur ces produits, et ils sont beaucoup plus ouverts à ces marchés que certains autres régulateurs. Après, tout récemment, on a rencontré, donc pas moi personnellement, mais des responsables à Londres chez CMC ont rencontré la FCA, qui a une vocation à nettoyer un peu l'industrie là-bas. Donc on s'adresse toujours aux mêmes acteurs, et encore une fois je pense qu'on va dans le bon sens. Par contre, pour les acteurs sérieux, tout du moins pour le moment, il n'y a aucune inquiétude à se faire. Ils pourront continuer à exercer pleinement leurs activités, continuer leur politique marketing sans problème. Mais même au niveau de la FCA, il y a des actions qui vont être prises, je pense, pour nettoyer un peu la place. Ouais. D'accord, d'accord. Alors on parle de nettoyage, on parle toute cette dynamique qui a été enclenchée en fait à la base. C'est essentiellement à cause de nombreuses escroqueries, de nombreuses arnaques. Parfois même des gens qui se disent brokers, qui ne sont pas du tout brokers, qui vont juste voler l'argent des investisseurs. On a aujourd'hui des sites comme Warning Trading ou Deontophy qui justement dénoncent ces arnaques-là, peut-être un peu tard aujourd'hui, parce que c'est vrai que beaucoup de victimes ont déjà été recensées. Qu'est-ce que vous pensez de ces sites-là ? Est-ce qu'ils apportent une valeur ajoutée ? Est-ce qu'ils peuvent aider quelque part à justement nettoyer aussi l'industrie du trading ? En France, il y a la liberté d'expression, donc ces deux sites existent. Je pense que c'est prendre le problème à l'envers. Trouver une solution pour guérir un problème, c'est moins efficace que en amont essayer de choisir correctement son courtier. Choisir correctement son courtier, ça veut dire trouver un courtier qui soit reconnu, qui soit stable financièrement, qui a un bureau dans le pays dans lequel vous résidez. C'est quand même plus facile de le rencontrer si jamais il y a un souci, qui ait un bilan qui soit publié, ou en tout cas des comptes que vous puissiez consulter. Une équipe avec laquelle on peut dialoguer, c'est aussi en général gage de sérieux. Tout ça sont des facteurs qui vous permettent de dire ok, ce courtier-là, il est bon, celui-là, il est moins bon, celui-là, il ne faut même pas y toucher, il ne faut même pas y mettre les pieds. Un autre indice, ce serait juste de taper le nom du courtier et quelques sujets type arnaque, sérieux ou pas, test, avis. On se rend compte que quasiment 100% des clients qui ont été arnaqués, on prend le nom du courtier, on tape test, avis ou arnaque derrière, et il y a 10 pages qui ressortent de j'ai déposé 10 000 €, je me suis fait escroquer, j'ai jamais retrouvé mes fonds. C'est déjà un premier réflexe avant de choisir son courtier. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et que les Français devraient faire, plutôt que d'aller voir des sites qui pourraient éventuellement les aider à récupérer des fonds. D'accord, impeccable. Donc plutôt de la prévention, donc faites attention, n'investissez pas votre argent aveuglément. Alors en France, le démarchage
pour les produits financiers est interdit. Donc déjà, à la base, s'il y a quelqu'un qui vous appelle sans que vous ayez demandé quoi que ce soit pour vous vendre un produit financier, déjà à la base, normalement, ça devrait vous alerter. Hein. Un courtier comme CMC Market, IG ou WH Self Invest ne vous appelleront que si vous avez demandé, à travers l'ouverture d'un compte de démonstration, vous avez manifesté votre intérêt pour les produits financiers concernés, sans quoi ils ne vont pas aller vous appeler sur des listings ou faire du phonique. C'est quelque chose qui est absolument interdit. Alors juste pour terminer à ce niveau-là, et je demanderai s'il y a des questions dans le public, beaucoup de courtiers. Alors, on a parlé de l'AMF, on a parlé de la FSMA, on a parlé de la BaFin, on a parlé de la FCA aussi. Beaucoup de courtiers donc, sont basés au Royaume-Uni, je crois que c'est le cas de IG Market et CMC Market, et disposent donc d'un passeport européen pour exercer en France. On a dernièrement beaucoup entendu, même aujourd'hui dans ce salon, parler du Brexit. Est-ce qu'il y a un impact à cette potentielle? Rien n'est fait encore pour le moment, il y a eu juste un vote, hein, le Brexit n'est pas encore... il a juste été voté, mais est-ce qu'en cas de Brexit, il y aurait un impact éventuellement pour les traders français qui auraient des comptes chez des courtiers régulés FCA? En effet, le vote qu'il y a eu sur le Brexit, ça reste pour le moment un vote. L'article 50, qui doit ensuite être déclenché pour faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne, pour l'instant n'a pas été déclenché. Le passeport européen, si jamais cet article 50 devait être déclenché, on ne sait même pas s'il sera modifié. Pour l'instant, on ne peut que faire des spéculations. Je pense que tous les courtiers ici, si jamais ça devait se faire, auront le temps de réagir et sont déjà, à mon avis, prêts à réagir. Mais pour l'instant, on ne sait absolument pas où ça va aller. Et même s'il y a un Brexit, il n'y aura peut-être pas de modification du passeport européen et donc pas de modification de l'activité des courtiers basés en